Bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo d'explication de cours sur les espaces vectoriels. Nous avons vu auparavant la définition d'un espace vectoriel, la notion de famille génératrice d'un espace, donc une famille d'un certain nombre de vecteurs, la notion de famille libre, de famille liée, et dernièrement la définition d'une base d'un espace vectoriel comme étant une famille à la fois libre et génératrice de l'espace vectoriel. Nous allons maintenant associer la notion de base et la notion de dimension d'un cas espace vectoriel, avec au préalable 3 propriétés qui sont fondamentales pour bien comprendre cette relation entre base et dimension, et pour bien comprendre exactement ce que peut être une base et ce qu'elle ne peut pas être, ou en tout cas ce qui ne peut pas être une base. Alors nous sommes dans la partie 4.3, donc qui parle de dimension d'un espace vectoriel, et nous commencions avec une première propriété, une proposition ici qui nous dit soit B une famille ou une liste ordonnée de vecteurs E1, E2, En, une base d'un espace vectoriel V. Soit petit v un élément de grand V, donc un vecteur de grand V, alors la famille E1, E2, En, V est liée. Donc si vous prenez une base d'un espace vectoriel et que vous rajoutez à cette base un vecteur du même espace vectoriel, forcément vous obtenez une famille liée. Ce qui signifie que cette nouvelle famille ne peut pas former une base de l'espace vectoriel, puisque par définition, une base doit être une famille libre. Alors pourquoi est-ce que cette famille est liée? Je n'afficherai pas de démonstration ici, la raison elle est toute simple, c'est que le vecteur V, comme il appartient à l'espace vectoriel grand V, il se décompose dans la base E1, En. Et donc, petit v est une combinaison linéaire des vecteurs E1, En. Donc par définition, une famille qui contiendrait les vecteurs E1, En plus le vecteur V serait une famille liée, puisque V est une combinaison linéaire des vecteurs précédents. La proposition 4.2, elle veut nous dire un peu la même chose, mais en généralisant. Prenons une base d'un espace vectoriel, et prenons une famille d'un certain nombre de vecteurs, pris au hasard dans l'espace vectoriel, donc V1, V2, Vp, donc pas dans le même nombre que la base, mais plus nombreux que la base, avec P strictement supérieur à N. Donc imaginez par exemple dans le plan muni d'une base IJ, d'accord, donc très classiquement en dimension 2, et en fait vous prenez 3, 4 ou 5 vecteurs dans le plan, et vous en formez une famille. Que nous dit la proposition? Eh bien elle nous dit que fatalement cette famille va être liée. Alors, on pourrait se dire, oui, c'est évident, vu la proposition 4.3.1, mais la proposition 4.3.1 forme une famille avec des vecteurs qui sont déjà une base et un vecteur supplémentaire. Alors, grâce à cette proposition 4.3.1, on pourrait donner une proposition 4.3.1 bis, qui, au lieu de nous faire ajouter un seul vecteur V, nous fait ajouter 2 vecteurs VW ou 3 VWX, etc. Et à ce moment-là, on arriverait très rapidement à voir qu'effectivement, elle est forcément liée, elle aussi. Par contre, ici, on prend non pas une famille formée à partir de la base, mais une famille de vecteurs quelconques. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'il suffit que le nombre de vecteurs de cette famille soit strictement supérieur au nombre d'éléments de la base, et à ce moment-là, elle est forcément liée. Donc ça mérite une démonstration détaillée, et on va avoir une démonstration qui est d'ailleurs assez astucieuse, qui va nous faire prendre une partie de cette famille V1, V2, Vp, que l'on va appeler V1, V2, Vn, et la famille elle-même, à laquelle on va donner un autre nom. Donc on va déjà appeler X, la famille en question, V1, V2, Vp, et Y, la partie de cette famille qui comporte exactement le même nombre de vecteurs que le nombre de vecteurs de la base. Cette famille Y est une partie strictement incluse dans X. Et tout va dépendre de Y finalement. En fait, il y a deux cas de figure. Soit Y est une famille liée, et à ce moment-là, X le sera automatiquement. Effectivement, puisque au sein de X, il existe des vecteurs, V2, Vn, qui sont entre eux en combinaison linéaire. Donc par définition, la famille X est elle-même liée. Et on arrive à la conclusion de la proposition 4.3.2. Qu'en est-il maintenant si Y est une famille libre?
Ben, si Y est une famille libre, on va montrer que X est forcément quand même une famille liée, en se servant du fait que X va être systématiquement une base de V. Si on arrive à montrer que Y, famille libre qui possède n éléments, est forcément une base de V, alors grâce à la proposition 4.3.1, on viendra à montrer que la famille X qui représente Y, une base, plus quelques vecteurs, va être forcément liée. Voilà, donc notre objectif, c'est de montrer que une famille libre V1, V2, Vn, qui possède autant de vecteurs que la base de notre espace de départ, E1, E2, En, est forcément une base elle-même de notre espace vectoriel. Alors, comme B, E1, E2, En est une base de V, les différents vecteurs V1, V2, Vn se décomposent dans E1, E2, En, chacun avec des coefficients. Et on peut organiser nos écritures avec des indices, ce qui nous fait quelque chose d'un petit peu plus facilement lisible en bloc. V1 va posséder des coordonnées lambda 1, lambda 1, 2, lambda n dans la base E1, En. V2 possède des coordonnées qu'on appelle lambda 2, 1, lambda 2, 2, lambda 2, n, et ainsi de suite. Très bien. Alors, ce qui se passe, c'est que la famille V1, V2, Vn, la famille Y, est supposée libre. À partir du moment où cette famille est libre, eh bien, ça veut dire que les listes de lambda IJ, donc ligne par ligne, ne sont pas liées entre elles. Aucune n'est une combinaison linéaire des autres. Sinon, ça voudrait dire qu'un des vecteurs VK est une combinaison linéaire des autres. Et ça, c'est très efficace au niveau d'une formulation en tant que système, et donc matriciellement, pour nous faire dire que finalement, ce système possède, entre guillemets, n équations à n inconnues, avec aucune combinaison linéaire possible entre les lignes ici, c'est-à-dire que la matrice du système a un déterminant non nul. Donc on a affaire à un système de Cramer qui possède une solution unique, et qui peut donc s'inverser. La matrice du système possède une inverse, les écritures peuvent être inversées, et donc il existe des coefficients qui seraient un petit peu fastidieux à écrire en fonction des lambda IJ, mais ces coefficients-là existent, qui nous font écrire chaque EI en fonction des différents VI. Voilà, donc j'écris ici ce que je viens de vous dire, de vous expliquer, et donc il existe une possibilité d'écrire donc E1, E2, En, et d'une manière unique bien sûr, comme une décomposition mu1, 1V1 plus mu1, 2V2, etc. L'écriture du système peut être inversée et de manière unique. Le fait qu'on ait une écriture de chaque EI en fonction des différents VI ou VK, si vous préférez, d'une manière unique, signifie que les EI possèdent des coordonnées dans la famille V1, V2, Vn, et que donc V1, V2, Vn est par définition une base de notre espace vectoriel. Alors, plus doucement, on va dire, et en prenant des précautions, on peut dire que finalement, l'espace vectoriel est inclus dans vect de V1, V2, Vn, puisque chaque élément de la base peut se décomposer dans cette famille. Et que tout autre vecteur présent dans l'espace vectoriel grand V, qui est une combinaison linéaire de E1, E2, En, sera après coup, après réécriture, une combinaison linéaire des V1, V2, Vn. Donc grand V est inclus dans vect de V1, V2, Vn. Maintenant, est-ce que vect de V1, V2, Vn est inclus dans grand V? Eh bien, les vecteurs V1, V2, Vn appartenant à grand V, vect de V1, V2, Vn est inclus dans grand V. C'est une proposition qui était la propriété de 3.2, qui établissait justement cela. Vect de V1, V2, Vn est un espace vectoriel qui est soit V lui-même, soit un sous-espace vectoriel de V. En tout cas, il est inclus dans V. Donc on a la double inclusion à l'arrivée dans notre démonstration. Et donc Y est une base de V. D'accord? Puisque Y engendre exactement V, et en plus est, dès le départ par hypothèse, une famille libre. Très bien, donc on a montré ce qu'on voulait montrer. Y est une base de V, et grâce à la proposition 4.3.1,
si on rajoute à y des vecteurs, on obtient fatalement une famille liée. Donc la famille grand X dont on parlait tout à l'heure est forcément liée. Donc soit y est lié et donc x l'est aussi, soit y est libre, mais à ce moment-là, elle est une base de V, et donc x va être lié grâce à la proposition 4.3. Voilà, il faudra évidemment prendre le temps de méditer là-dessus. En tout cas, on vient de voir que si on prend une famille qui contient plus de vecteurs que le nombre de vecteurs de la base de notre espace, eh bien c'est forcément une famille liée. Une dernière proposition pour finir, et on aura tout ce qu'il nous faut pour parler ensuite de dimension. La proposition suivante, 4.3.3, soit une base E1, E2, En d'un espace vectoriel V, alors la famille E1, E2, En-1 ne peut engendrer V. Cette famille va être la base de quelque chose, mais en tout cas pas de V. Elle sera forcément libre aussi, hein, puisque E1, E2, En est libre au départ, d'accord, mais elle ne peut engendrer V. Alors, comment ça se fait? Eh bien, tous les vecteurs de grand V qui sont uniquement collinéaires à En ne peuvent pas être décomposés dans E1, E2, En-1, puisque En n'est lui-même pas une combinaison linéaire de E1, E2, En-1. La famille B est libre. Donc, effectivement, il existe des vecteurs de V qui ne peuvent être engendrés par cette famille-là. Donc cette fois-ci, on est parti dans l'autre sens, on a retiré un vecteur à une base, et là, eh bien, la famille reste libre, mais ne peut engendrer l'espace vectoriel et ne peut donc prétendre à être une base de notre espace vectoriel. Résumons. Les trois dernières propositions montrent deux résultats fondamentaux. Toutes les bases d'un K espace vectoriel comportent obligatoirement le même nombre d'éléments. D'accord, si on enlève un élément, eh bien, on n'a plus une base de l'espace vectoriel en question. Si on rajoute un élément, on a affaire à une famille liée, qui donc par définition n'est pas une base. Et donc, pour que l'on ait une base, il faut avoir un certain nombre d'éléments, ni plus ni moins. Deuxièmement, toute famille libre comportant ce nombre précis d'éléments est une base de ce K espace vectoriel. Donc c'est ce qu'on a vu en travaillant sur Y dans la démonstration précédente. Y, qui est une famille libre de n vecteurs, était forcément une base de notre espace vectoriel. Donc, un élément de plus et la famille est liée, un élément de moins et la famille ne peut engendrer V, et surtout cette deuxième phrase, vous prenez n'importe quelle famille libre qui comporte autant d'éléments qu'une base donnée d'un espace, et c'est une nouvelle base de l'espace, ce qui est quand même un résultat assez puissant et qui nous permet de trouver autant de bases qu'on le souhaite d'une manière assez rapide et intuitivement. Alors parlons maintenant de dimension, puisque la définition va être maintenant assez évidente. La dimension d'un espace vectoriel V est le nombre d'éléments d'une de ces bases quelconques, toutes les bases ayant le même nombre d'éléments. Alors bien entendu, on pense à IJ dans le plan. Donc si vous prenez les deux vecteurs IJ non collinéaires entre eux, donc famille libre, vous pouvez engendrer le plan R carré tout entier. Et encore une fois, si vous rajoutez un vecteur, mettons que vous preniez la famille IJ, I plus J, eh bien c'est forcément une famille liée. On le voit, hein, avec I plus J, ben, on a un vecteur qui est une combinaison de I et de J, et en tant que famille liée, ne peut plus s'appeler base de R carré. Si maintenant vous prenez IJ et que vous retirez un vecteur, vous ne conservez que I, vous ne pouvez plus avoir une base de R carré. Vous ne pouvez plus, avec I tout seul, engendrer R carré, bien évidemment. Donc les résultats précédents se comprennent sur des exemples simples, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'ils sont généralisables. Alors, les dimensions de quelques exemples. Dimension de R carré, c'est 2. La fameuse base IJ est, d'une manière plus générale, toute base formée grâce à deux vecteurs non collinaires entre eux, ou plutôt toute famille de deux vecteurs non collinaires entre eux, forme une base de R carré. Pour R cube, c'est 3. Donc on imagine, hein, on a l'image tous dans la tête de IJK, nos trois vecteurs désignés par le pouce, l'index et le majeur. IJK dans notre espace de dimension 3 forme une base de R cube.
il y a 3 éléments dans cette base, donc la dimension de R³ est égale à 3 par définition. Et puis plus généralement, la dimension de R puissance n est égale à petit n. Sur les matrices, MD2 de R, c'est l'ensemble des matrices de lignes de colonnes qui sont diagonales. Donc ce sont les matrices de type AB sur la diagonale et 0 ailleurs. La dimension de cet espace est 2. Alors effectivement, on montre facilement que une famille de matrices 1, 0, 0, 0 et 0, 0, 0, 1 engendre MD2 de R. De plus, ces deux matrices ne sont pas liées, elles ne sont pas multiples l'une de l'autre, et comme elles suffisent à l'engendrer et que c'est une famille libre, c'est une base. Donc deux matrices suffisent pour engendrer MD2 de R, en matrice libre, en famille libre. Plus généralement, la dimension de MDN de R est égale à petit n. Dimension de M2 de R, les matrices carrées, deux lignes de colonnes, mais c'est égal à 4. Il nous faut 4 matrices. Avec moins de 4, on ne peut pas, mais 4 matrices pour engendrer M2 de R. Vous pourrez réfléchir à la question, bien entendu, par vous-même. Et la dimension de Mn de R, les matrices carrées à n lignes et n colonnes, eh bien c'est n au carré. Effectivement, nous avons n au carré paramètres indépendants dans ces matrices-là, et il nous faut n au carré matrices pour définir une base de cet espace-là. Chez les polynômes, la dimension de R2 de x est égale à 3. R2 de x, famille des polynômes, ou plutôt espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, donc des polynômes de type ax carré plus bx plus c. Ces polynômes sont définis par 3 paramètres indépendants, et donc il nous faut 3 polynômes de référence, on va dire, pour pouvoir engendrer R2 de x. La base canonique étant le polynôme unité 1, le polynôme identité x et le polynôme carré x au carré. Et plus généralement, pour Rn de x, espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n, eh bien, nous devons avoir une base comportant n plus 1 polynômes. Une proposition liée à cette notion de dimension, soit B, une base d'un K-espace vectoriel, donc de dimension n, puisque la base est formée de n éléments, et B', EI1, EI2, EIP, une liste formée de P éléments de B. Alors, les indices I1, I2, IP sont des indices pris parmi 1, 2, 3, n. Donc, cette famille EI1, EI2, EIP représente une certaine sélection dans les vecteurs de la base B. Donc, la remarque à la fin ici, P est inférieur ou égal à n. Donc, si vous sélectionnez des vecteurs dans une base d'un espace vectoriel, eh bien, vous obtenez la base de quelque chose. Donc, cette famille engendre un sous-espace vectoriel de V, dont B' est une base. Donc, non seulement B' est une base de quelque chose, c'est-à-dire que c'est une famille libre qui va engendrer quelque chose, mais en plus, ça va engendrer un sous-espace vectoriel de V, et non pas un espace quelconque qui ne serait pas forcément vectoriel. Mais si, ça engendre un espace vectoriel. Alors, je ne vais pas démontrer ça, la démonstration n'est pas spécialement folichonne ici, elle n'apportera rien de plus, mais on va juste voir ça par l'exemple. Je prends mon espace vectoriel qui est R2 de x, donc l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, ax carré plus bx plus c, avec les triplets ABC de R3. Une base évidente, canonique ici en tout cas, de cet espace, c'est donc un x et x carré, comme dit précédemment, et la dimension de mon espace vectoriel est 3. Imaginons que dans cette base, on sélectionne uniquement 1 et x. Quel est l'espace engendré par 1x? Eh bien, c'est l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Donc c'est R1 de x, que je vais nommer W ici pour faire plus simple. 1x va servir de base à R1 de x. Et évidemment, sa dimension sera égale à 2, mais en plus, R1 de x, j'affirme que c'est un sous-espace vectoriel de R2 de x. Chose qu'on pourra vérifier, qui a été évoquée d'ailleurs dans les vidéos de cours et d'exercices précédents. Graphiquement, ça donne quoi?
Un espace vectoriel peut toujours être représenté graphiquement s'il est de dimension inférieure ou égale à 3 en tout cas. Mon espace vectoriel R2 de x peut être représenté en dimension 3 graphiquement, avec un premier vecteur de base qui est le polynôme unité, un deuxième qui est le polynôme identité, et le troisième qui est le polynôme carré. Tout vecteur ax carré plus bx plus c peut être représenté comme un vrai vecteur géométrique, avec des coordonnées a sur l'axe de x carré, b sur l'axe de x, c sur l'axe de 1. Si je projette ce vecteur sur le plan 1x, le plan P1, P2 si vous préférez, eh bien j'obtiens un vecteur qui vaut bx plus c, donc q égale bx plus c, qui appartient à w, R1 de x, qui à ce moment-là va être défini par le plan w dans ma figure. Le plan engendré par les deux vecteurs non collinéaires P1, P2. Bien entendu, le polynôme unité et le polynôme identité ne sont pas collinéaires, ça veut dire qu'ils ne sont pas proportionnels entre eux. D'accord ? Si la fonction identité était proportionnelle à la fonction unité, ça se saurait. Donc voilà, donc on peut toujours faire une analogie graphique avec nos espaces vectoriels, ce qui peut nous rendre service pour mieux visualiser les choses. Le fait de sélectionner finalement quelques vecteurs dans une base pour former une sous-base entre guillemets, c'est-à-dire la base d'un sous-espace vectoriel, c'est finalement graphiquement faire une projection. Notre espace V de dimension 3 a été projeté sur le plan W de dimension 2 ici. Deuxième exemple pour finir, avec des matrices cette fois. Les vecteurs eux-mêmes, ça serait trop simple. Avec des matrices, je prends le fameux MD2 de R, matrice diagonale de dimension 2. Donc c'est la matrice c'est l'espace des matrices AB avec les couples AB de R carré. Tous les couples AB de R carré, bien entendu. Le couple de matrices 1, 0, 0, 0 et 0, 0, 0, 1 forme une base de M2 de R. On le vérifiera très facilement. Et la dimension de notre espace vaut donc 2. Je prends maintenant juste la matrice 1, 0, 0, 0 pour former B', donc une base d'un seul vecteur, d'un espace donc de dimension 1. Cet espace engendré par 1, 0, 0, 0, c'est l'espace des matrices de type A, 0, 0, 0, avec A appartient à R. Et bien, c'est un sous-espace vectoriel de V, de MD2 de R. Là encore, vous pouvez, à titre d'exercice, le démontrer très facilement. Cette notion de sous-espace vectoriel, vous revenez sur le début du chapitre, définition d'un sous-espace vectoriel. Graphiquement, qu'est-ce qu'on a? On est d'abord uniquement dans un plan au départ, dans un espace de dimension 2, qui est engendré par les deux matrices ici représentées par les vecteurs noirs que j'ai cités dans ma première base. Toute matrice diagonale de type AB se décompose, donc se projette sur les deux axes avec les coordonnées A d'un côté, B de l'autre. C'est-à-dire que cette matrice est égale à A fois celle-ci, plus B fois celle-ci. Très bien, si maintenant je projette cette matrice sur la droite W, donc la droite engendrée par cette unique matrice-là, 1, 0, 0, 0, eh bien j'obtiens la matrice A0, 0, 0, qui est caractéristique de l'espace W. W est un sous-espace vectoriel de V. Alors bien sûr, dans de futures vidéos, nous irons plus loin. Nous commencerons à parler de rang de matrices, d'espaces engendrés, de sous-espaces, d'intersection de sous-espaces vectoriels, voilà, d'applications linéaires, de noyaux et d'images d'une application linéaire. Donc on ira plus loin. Ici, on est vraiment sur les fondements de ce qu'on peut faire avec des matrices, des espaces vectoriels et bientôt donc des applications. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Pour cette première partie de ces espaces vectoriels, nous en avons fini, nous nous arrêtons là. Et je vous donnerai bien sûr rendez-vous pour de futures vidéos. En attendant, je mettrai en ligne bien entendu des vidéos de correction d'exercices sur ce thème, à l'image du thème précédent. Merci et à très bientôt.